Salut tout le monde, je sais que certains d'entre vous sont mal parce que c'est la première semaine après la dernière saison de Game of Thrones, donc c'est la première semaine sans la série, et du coup pour prolonger un petit peu le plaisir, j'ai décidé de vous parler des duels dans la série, parce que les combats de groupe ça a déjà été fait, enfin les batailles ça a déjà été fait pas mal sur internet. C'est vrai que les duels on en a assez peu parlé jusqu'à présent, et il y a quand même beaucoup de choses à en dire. Du coup j'ai lancé un petit sondage sur Twitter et sur Facebook pour savoir de quel combat vous aviez envie de parler, et donc on en a retenu 5, et c'est ces 5 dont on va parler aujourd'hui. Alors avant toute chose, je vais pas forcément rentrer dans le détail de, voilà, on tient pas forcément son arme comme ci, comme ça. L'idée c'est de faire ici une introduction aux combats de cinéma, parce qu'en fait les combats de Game of Thrones sont complètement emblématiques de tous les combats qu'on peut voir au cinéma, et de toutes les techniques, toutes les ficelles qui sont utilisées au cinéma pour rendre des combats un peu épiques, un peu réalistes, etc. etc. Et du coup c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Voilà, sur ce, générique. Comme toujours pour les offs, j'ai une petite liste de choses qu'on va aborder. Alors la première chose en guise d'introduction, je voudrais commencer par désamorcer quelque chose. Évidemment, ce dont je vais vous parler là, c'est ce dont je vous parle par rapport à ma propre expérience. Donc ma propre expérience, c'est des arts martiaux orientaux, comme on en a beaucoup pratiqué, enfin on en pratique beaucoup en France, mais on est beaucoup à en avoir pratiqué, c'est ça que je veux dire, mais aussi des AMHE. Alors les AMHE sont les arts martiaux historiques européens, ça fait plusieurs fois que j'en parle un peu sur la chaîne. C'est en fait tout simplement toutes les traditions d'arts martiaux qui sont natifs d'Europe et non pas d'Orient, comme c'est le cas de ceux qu'on connaît d'habitude quand on parle d'arts martiaux. Donc ça veut dire que vous allez avoir par exemple des combats d'épée, des combats de bouclier, mais aussi de la lutte, de la canne, de la lance, de la baïonnette, de la gladiature, ou que sais-je. Il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui en France et en Europe, voire même dans le monde entier, des choses très intéressantes, et donc du coup, c'est ce genre de savoir qui va nous permettre de juger un petit peu les combats de Game of Thrones, et de voir à quel point ils sont intéressants ou non, notamment par rapport également aux armes utilisées. Voilà. Une chose importante que j'aimerais préciser, c'est la notion de superposition, c'est-à-dire qu'on va avoir 5 combats, et en fait à chaque fois je vais essayer d'expliquer une notion, d'expliquer une idée, et à chaque fois en fait, chaque combat est la superposition du combat précédent. Par exemple, je vais expliquer une notion sur un premier combat, sur le deuxième, cette notion-là sera déjà présente, et on va en voir une deuxième, pardon, ainsi qu'une troisième, une quatrième, etc. etc. J'espère que c'est assez clair quand je le dis comme ça. Bref, pensez qu'il y a une superposition de notions. Et enfin, vous allez voir des images de combats de reconstitution, enfin qui sont pas des combats de reconstitution, qui sont des combats d'AMHE justement, donc des combats sportifs, qui ont pour but un petit peu de vous illustrer les problèmes des combats de Game of Thrones. C'est-à-dire qu'on a essayé avec mes camarades du chapitre des armes et du séance, donc le cercle, le club d'escrime ancienne de Normal Sup, voilà, j'ai toujours du mal à le redire, donc le séance, le club d'escrime ancienne de Normal Sup, on a donc essayé de reproduire les paires de certains combats de Game of Thrones pour pouvoir vous montrer un petit peu pourquoi est-ce que dans les faits ça fonctionnerait pas ce qui se passe à l'écran. Voilà. Sur ce, on commence avec le premier combat, et le premier combat n'est pas un vrai combat, c'est l'entraînement de Podrick par Brienne de Tarth, dans la saison 6 je crois, ou dans la saison 7, où ils sont tous les deux à Winterfell, et où il y a des choses intéressantes à dire pour ce premier échange. Pour cette première paire de combattants, donc Brienne et Podrick, on va parler un petit peu de 3 notions. La première, c'est celle de la mesure. La mesure, c'est quelque chose qui est extrêmement important en escrime ancienne, mais aussi en escrime moderne. C'est en fait la distance à laquelle vous pouvez toucher votre adversaire. Alors c'est une notion qui dépend à la fois de l'arme que vous utilisez, si elle est plus ou moins longue, et de votre propre corps. C'est-à-dire que si vous avez une allonge très importante parce que vous avez des grands bras ou vous êtes très grand, vous allez avoir une mesure qui va être plus importante qu'un adversaire qui sera naturellement plus petit. Donc voilà, la mesure, c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai que dans Game of Thrones, vous regardez tous les combats, tous les personnages sont toujours globalement soit trop près, soit trop loin. Mais souvent beaucoup trop près de manière générale. Et là c'est exactement ce qu'on voit dans ce combat, c'est-à-dire que Podrick est systématiquement trop près. Ce qui m'amène à la seconde notion c'est la notion des débutants. Un débutant en escrime ancienne, allez mettons escrime ancienne avec les armes qu'ils utilisent, un débutant ne fait jamais ça. Un débutant ne se jette pas en avant. D'ailleurs, Brienne le dit bien à Podrick, elle lui dit « ne te jette pas ». Oui, mais c'est vrai qu'un débutant ne se serait pas jeté dans la réalité. Pourquoi? Parce qu'un débutant à qui on colle une arme entre les mains, la plupart du temps, il ne sait pas s'en servir. Du coup, il est déjà mal à l'aise avec son arme. Donc il va
beaucoup plus réfléchir à ce qu'il est en train de faire dans ses mains. Partant de là, il va pas penser à courir vers son adversaire. C'est une première notion. Donc les débutants, globalement, on les voit soit trop près s'ils ont envie de rentrer dedans, soit trop loin s'ils sont très prudents. Mais à aucun moment, on va les voir crier et courir vers l'avant comme ce que fait Podrick, ça n'arrive jamais. Mais je vais vous expliquer pourquoi ensuite, pourquoi est-ce qu'on le fait au cinéma. La troisième notion qui est hyper importante, et là encore vous allez le retrouver dans tout Game of Thrones, alors c'est rigolo parce qu'on a fait un petit sondage sur Twitter hier, au moment où je tourne la vidéo, c'est hier, pour savoir, à votre avis, quel poids les épées de Game of Thrones font. Et vous avez été une large majorité, quasiment 60%, à me répondre qu'elles faisaient probablement entre 4 et 5 kilos, voire même plus lourd. C'est complètement faux. C'est un cliché du cinéma qui est utilisé depuis des années et des années, où en fait on va faire en sorte que les armes aient l'air très très lourdes, de manière à ce qu'en fait les combattants aient l'air très forts, aient l'air vraiment physiquement supérieurs, et de dominer leur adversaire en faisant vraiment étalage de force. Il y a un côté très animal et très primaire dans cette façon de faire, mais en fait les épées à deux mains, comme on les voit dans le film, historiquement on en a retrouvé plein, il y en a plein qui sont dans les musées, vous pouvez quasiment aller dans n'importe quel musée en France qui a des armes, vous allez en trouver une, elles font entre 1,4 kg et 1,6 kg. 1,4 kg et 1,6 kg. C'est pas grand chose. Si on fait une moyenne, entre 1,4 kg et 1,6 kg, c'est le poids d'une bouteille d'eau en fait. Et comme vous le voyez, j'ai aucun problème à la tenir à une main, à la jeter d'une main à l'autre. Alors imaginez à deux mains, je peux faire à peu près ce que je veux avec. C'est le poids d'une bouteille d'eau en fait. 1,5 kg en moyenne. Donc arrêtez de croire que les épées sont lourdes, c'est pas vrai. Alors j'en ai un exemplaire derrière moi qui est assez rigolo, qui a été fabriqué il y a 20 ou 25 ans, qui lui est très lourd et qui a été fait pour répondre justement aux clichés et qu'on garde. Moi je le garde en démonstration par rapport aux gens quand ils me disent que les épées faisaient 5 à 10 kilos, je leur colle celle-là entre les mains et après je leur repose la question. Et généralement c'est assez automatique. Une épée c'est très léger, vraiment c'est très léger. Retenez ça, une épée à deux mains, c'est le poids d'une bouteille d'eau, vraiment. Voilà, donc là on a vu trois notions, on a vu la notion de mesure, donc la distance, la notion du débutant qui ne fait pas, qui ne se jette pas en avant et qui ne reste pas passif, un débutant essaye de faire des choses quand même, et enfin la question du poids des armes, ce qui va nous amener naturellement au second combat, qui n'est encore pas un combat d'ailleurs, c'est l'entraînement d'Arya par Syrio Forel, donc le maître à danser de Braavos. Ce deuxième échange est un des plus emblématiques également de la série, un des plus connus, puisqu'il met en scène Arya avec le futur qu'on lui connaît de guerrière, et Syrio Forel avec son style très particulier de Braavos. C'est également un combat qui est très intéressant parce que il récupère toutes les notions précédentes, c'est-à-dire que Arya est soit trop loin, soit trop près, il y a un problème de distance, il y a un problème de mesure, il y a un problème de crédibilité des armes, c'est-à-dire que l'escrime de Syrio Forel n'est pas faite pour les armes qui sont utilisées, les armes en bois qui sont en fait des épées à deux mains, enfin des simulateurs d'épées à deux mains, comme tous les autres personnages de la série ont, et du coup c'est un peu étrange parce que Syrio Forel conseille à Arya de ne pas utiliser ses deux mains alors que la poignée de l'arme est faite pour utiliser les deux mains, donc c'est un petit peu étrange. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une notion d'inspiration. Traditionnellement, dans le cinéma, quand on veut faire en sorte qu'un combattant est une sorte d'exotisme et quelque chose de particulier, est un style, on va mélanger des inspirations. Et c'est exactement le cas de Syrio Forel. J'ai tendance à dire Silvio parce que c'est le réflexe, mais c'est Syrio Forel. C'est-à-dire que Syrio Forel, le style de Syrio Forel mélange plusieurs choses. Alors en premier lieu, c'est un Bravien, donc il vient de Braavos. Braavos a deux inspirations majoritaires, celle qu'on connaît le plus, en tout cas dans la série, mais c'est également le cas dans les livres de toute façon, puisque l'inspiration est assez nette par rapport au livre. C'est à la fois Venise, puisque Braavos est une cité lacustre, c'est-à-dire une cité qui est à moitié sur l'eau, voire même vraiment franchement complètement sur l'eau, et cette notion de guild ou de secte des assassins avec les 100 visages. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'escrime de Syrio Forel, c'est quelque chose que l'on retrouve également dans son discours. Par exemple, en termes sur toute la partie italienne, Syrio Forel est un cliché de maître d'armes italien, comme on peut en retrouver dans les récits depuis que les maîtres d'armes italiens existent, et comme on peut également en retrouver dans les films de KPDP traditionnels, du siècle dernier, ceux avec Jean Marais par exemple, le bossu ou le capitaine qui parleront à certains, qui en tout cas moi me parlent beaucoup. Et voilà, c'est un cliché de maître d'armes italien. Partant de là, il va utiliser des principes de rapière, donc la rapière c'est l'épée de mousquetaire, un petit peu pour schématiser, et il va utiliser aussi des principes d'épée de côté. Donc l'épée de côté, c'est un peu le chaînon manquant entre la rapière, dont je parlais juste avant, et l'épée médiévale. Donc c'est vraiment
un entre-deux, voilà, je vais vous montrer une image juste ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais tout ça, c'est vraiment des éléments de style, des éléments pour avoir cette espèce de style un peu à l'italienne. Mais comme il doit pas avoir que ça comme style parce que ça se verrait trop et qu'il a besoin d'un peu d'exotisme, on va y ajouter dedans, on va y injecter des notions d'arts martiaux orientaux, notamment de kung-fu. Vous avez des principes aussi quand il se bat qui sont assez intéressants, de roulade arrière sur ses ennemis pour partir dans leurs jambes, qui sont également des principes d'arts martiaux orientaux qu'on va retrouver assez peu dans les arts martiaux historiques européens. Et tout ça, en fait, va faire une espèce de melting pot, une espèce de comment dire, d'ensemble un peu étrange, qui va créer le style de Bravos, qui va créer le style de danse de Sirio Forel, mais dans l'absolu, quasiment aucun de ces mouvements ne fonctionne. Voilà, je vais vous montrer un mouvement de Sirio Forel qu'il fait à un moment et qui a l'air très classe, puisqu'il finit un genou en terre pour menacer Arya, c'est celui-là également, exactement. On a essayé de refaire le même avec mes petits camarades, et comme vous le voyez, ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout, pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où Sirio Forel est à un genou en terre et a touché son adversaire, bah son adversaire peut tout à fait continuer en fait. S'il est sur sa lancée, il peut continuer, et il peut tout de suite le tuer en allant chercher sa tête qui n'est pas du tout protégée. Et en fait, c'est une notion qui est très importante, qu'on voit assez peu dans les films, c'est la notion d'arrêt des armes. Au Moyen-Âge, vous aviez un certain nombre de combattants, notamment de gardes du corps, on le retrouve beaucoup au Moyen-Orient, qui étaient des massiers. Les massiers sont des gens qui portent des masses, parce qu'en fait la masse a un pouvoir d'arrêt. Si jamais quelqu'un attaque la personne que vous êtes censé protéger avec un couteau, vous lui mettez un bon gros coup de masse, comme une batte de baseball, il va s'arrêter net, il va s'arrêter tout de suite. Vous lui mettez un coup de couteau, un coup d'épée, un coup de quoi que ce soit, en fait il a encore la possibilité de continuer, parce que le coup ne l'a pas forcément arrêté physiquement. Et même s'il est déjà à moitié mort, il va utiliser son dernier souffle pour porter son coup, et il s'y est peut-être même préparé. Et c'est pour ça que cette notion d'arrêt, elle est hyper importante, et c'est pour ça qu'en escrime, il est très important, une fois qu'on a mis son coup, de tout de suite repartir, enfin déjà de mettre un coup en étant protégé, en sachant ce qu'on fait, et ou alors de tout de suite repartir pour se mettre en garde et se protéger. Or là, Sirio Forel touche, mais à ce moment-là, par un mouvement de réflexe, Arya, un simple mouvement de réflexe qu'un débutant pourrait faire, et c'est ce qu'on voit justement à l'image qu'on a reconstituée, par un simple mouvement de réflexe, Arya pourrait lui toucher la tête sans aucun problème et Sirio Forel serait mort dans la réalité. Donc c'est un mouvement qui ne fonctionne absolument pas. Et alors ce qui est très amusant, c'est que c'est un mouvement, c'est un détail de mouvement qu'on retrouve dans plusieurs traités de maîtres d'armes et qui explique que c'est un mouvement qui ne sert pas à grand chose si ce n'est à se la péter et qui de toute façon ne fonctionne pas vraiment si ce n'est quand on veut se la péter. Donc c'est vraiment, même historiquement, les maîtres d'armes disent ne faites pas ça. Il est très facile, et ça c'est la notion suivante, qui existait déjà de toute façon avec Podrick et Brienne, il est très facile de faire à peu près ce qu'on veut à un débutant. Humilier une petite fille de, je sais pas quel âge elle a dans la série Arya, mais disons qu'elle a 10 ans. Humilier une petite fille de 10 ans pour montrer sa supériorité, c'est très facile. On la prend par le poignet, on tire et elle fait à peu près ce qu'elle veut, enfin ce qu'on veut, et du coup, forcément, on a l'air beaucoup plus fort. Mais les mouvements de Sirio Forel ne fonctionnent pas vraiment. Ils fonctionnent parce qu'Arya ne sait pas vraiment ce qu'elle fait, et du coup, il peut se permettre de faire un petit peu ce que lui veut. Mais on va y venir dans un combat prochain. Pour le suivant, on va parler du combat qui est probablement le combat qui a été le plus apprécié sur internet, c'est le combat qui m'a été le plus demandé, c'est celui dont on a le plus parlé sur les réseaux sociaux, c'est le combat d'Arya contre Brienne. Le combat d'Arya contre Brienne, il est emblématique, pourquoi? Il est emblématique parce que il montre deux femmes qui se battent, deux femmes qui savent se battre, et qui font des choses qui sont vraiment belles, il faut quand même le reconnaître, et que Brienne et Arya sont emblématiques dans la série de postures féminines fortes, et du coup ce combat forcément est emblématique. Mais c'est probablement le pire combat de tout Game of Thrones. Alors évidemment, il y en a d'autres qui sont pas terribles, mais celui-là, pour moi, il est quand même très très loin devant. Je vous vois tout de suite en train de vous effondrer en me disant mais non, c'est super classe, etc., etc. On va le prendre image par image, et vous allez voir pourquoi ce combat ne peut pas fonctionner. Vous allez voir, c'est juste impossible. Et on va le prendre image par image, je vais pas vous montrer ce que je vous montre depuis tout à l'heure, de toute façon je vais pas vous montrer le combat en lui-même, parce qu'il y a quelque chose d'essentiel que je voudrais vous expliquer. On va utiliser la scène d'entraînement, c'est une scène qui a été filmée, où Arya et Brienne répètent ces mouvements-là, répètent ce combat-là, et réussissent à le faire parfaitement à un moment, c'est une séquence qui a été filmée, et vous allez voir pourquoi ce combat ne peut pas fonctionner.
Allez, on commence par un gros coup d'épée à côté, et là on va faire un petit arrêt, vous allez voir, on va prendre juste une marque au niveau de la tête de Maisie Williams, du haut de sa tête, et vous allez voir ce qui va se passer. Brienne va allègrement passer au-dessus en fait. Arya n'était pas menacée, à aucun moment elle n'était menacée, l'épée passe largement au-dessus, mais elle esquive quand même un coup qui ne doit pas arriver. C'est quand même un petit peu dommage. Là, même problème, hein, c'est-à-dire que Arya esquive un coup qui n'est pas censé arriver. Là, petite volte où les deux montrent leur dos, ce qui n'a aucun sens. Ici, vous allez voir à nouveau Brienne qui va complètement taper à côté, et donc Arya esquive un coup. Mais alors, ce qui est amusant, c'est qu'Arya part un coup, regardez, on va le refaire. Arya part le coup après que Brienne l'ait donné. Donc en fait, elle donne un coup d'épée dans le vide, et ça sert absolument à rien. Mais c'est vrai qu'à l'image, ça passe plutôt pas mal, voilà. Alors ensuite, on a encore des coups qui tombent à côté sur le côté. Ensuite, des coups des stocks qui sont à bras courts, c'est-à-dire qui vont tomber à côté d'Arya. Arya n'est menacée à aucun moment, regardez. Et donc là, on va refaire un petit arrêt sur image, vous allez voir ce qui va se passer. Brienne est déjà en train de parer un coup qu'Arya n'a même pas encore donné. Le coup était paré longtemps à l'avance et Brienne a attendu qu'Arya vienne frapper son épée. Et Arya, à nouveau, elle attend que Brienne vienne frapper aiguille de manière à ce qu'elle puisse la perdre et qu'elle puisse sortir son couteau. On va reprendre une petite marque sur la tête de Maisie Williams et ça tape encore à côté. Ça sort la dague et là, hop, vous voyez, bon, petit coup dans la jambe et le combat est terminé. Il n'y a même pas besoin de se poser de questions. Là, à cet endroit-là, c'est fatal. Et regardez comme Brienne va attendre gentiment qu'Arya fasse sa petite volte au lieu de lui mettre un coup. C'est vraiment emblématique de tout le combat. À chaque fois, on a des esquives, des mouvements qui tombent à côté, des coups qui sont parés avant qu'ils ne soient donnés, et bien évidemment des combattantes qui s'attendent pour qu'elles puissent faire leurs petits effets de manche. Ben voilà, je sais pas si j'ai besoin de vous en dire plus en fait, c'est un combat de show, c'est un combat de démonstration, c'est un combat de spectacle, certes, et un beau combat de spectacle, mais qu'est-ce qui... Enfin, mais dans l'absolu, il fonctionne pas, vraiment, enfin, en termes de crédibilité des armes et des combattants, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui... D'ailleurs, pour rigoler, tenez, allez, je vous montre une petite image, on a essayé de faire la même chose avec le plus petit combattant du club et le plus grand, pour vous montrer que c'est très compliqué pour le plus petit, alors qu'il a énormément de pratique, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, d'approcher le plus grand qui va lui mettre énormément de coups avant même qu'il puisse s'approcher. Alors certes, Arya est extrêmement compétente, il n'empêche que très très difficile. Il y a des techniques qui existent, il existe des techniques pour passer quelqu'un avec une arme beaucoup plus grande, mais ça reste des techniques qui sont complexes, qui demandent un très long apprentissage, et qui, comment dire, faut être sûr de son coup, sinon on est mort. C'est assez automatique, et là, elle reste trop près, trop longtemps, un simple coup de pied de Brienne pourrait l'envoyer bouler très loin. Mais, maintenant... Il y a une différence évidente entre le combat entre guillemets, le combat qu'on voit dans la série et le combat que je vous ai montré, qu'on a fait plan par plan. C'est le montage, en fait. Le montage change absolument tout. Et c'est le propre des combats de cinéma, c'est le propre des combats chorégraphiés de cinéma, c'est que à chaque fois il y a un montage qui est très particulier dessus, un montage qui est souvent très dynamique, qui est appuyé sur les coups, qui est appuyé sur les beaux mouvements, et qui évite d'avoir une vision d'ensemble où on pourrait vraiment analyser les combats en détail. Là on va se concentrer sur le beau geste, plutôt que sur les choses qui sont réellement efficaces. Et cette notion de combat, vous allez le voir dans quasiment tous les duels, dans tous les combats que vous verrez au cinéma, que vous verrez dans des séries, on va mettre en scène... le combat est une mise en scène, on va mettre en scène cette mise en scène par un montage extrêmement particulier. Et c'est le montage qui fait que ce combat est super cool, parce que même moi, quand je le vois, quand je l'ai revu plusieurs fois évidemment pour faire cette vidéo, et je me disais putain, c'est quand même super classe, Arya est super classe, Brienne joue le jeu, enfin c'est un beau combat, c'est un chouette moment, ça ouvre en plus de ça scénaristiquement un peu la suite que vous connaissez de la dernière saison, des mouvements d'Arya, mais dans l'absolu, c'est un beau combat. Mais c'est un beau combat uniquement parce que le montage fait que c'est un beau combat. Il faut pas se laisser prendre par les petits mouvements et les côtés un peu foufou comme ça. Regardez un petit peu les choses, si vous en avez envie, hein, après tout. Regardez un petit peu les choses, regardez où touchent les armes, où portent les armes, et ce que font les gens, et la logique de la distance des armes, et vous allez voir que beaucoup de combats vont vous sembler un peu étranges. Et évidemment, on est toujours sur la notion du poids des armes qui est un peu délicate, la notion de cette mesure, de cette distance qui n'est absolument pas gérée, les inspirations d'Arya en termes de style
qui sont extrêmement variables, voilà, toutes ces petites choses-là. Évidemment, là, il n'y a pas d'humiliation parce que les deux combattantes sont des combattantes aguerries, donc il n'y a pas de maître. Mais justement, cette notion de maître et de compétence, on va y arriver dans le combat suivant. Le combat suivant, c'est le jeune Ned Stark qui vient avec ses amis en bas de la tour de l'Aube pour défier Arthur Dayne et son camarade afin de délivrer la personne qui s'y trouve dans la tour de l'Aube. Beaucoup de répétitions. Alors évidemment, on n'est pas ici à proprement parler sur un duel, puisqu'on a Ned Stark et quelques-uns de ses camarades, et Arthur Dayne et un compagnon. Donc on est sur un petit combat de groupe. Mais c'est un petit combat de groupe qui est extrêmement emblématique, qui est presque symbolique d'une tradition hollywoodienne vieille comme le monde, vieille comme les duels au cinéma, qui est le personnage qui sait se battre, qui va se retrouver face à plusieurs personnages qui veulent lui nuire, mais qui s'y prennent moins bien et ne savent pas vraiment, enfin ne sont moins compétents. Il y a un youtubeur qui est un youtubeur canadien qui s'appelle Scalagrim, qui est spécialisé dans les arts martiaux historiques européens, qui fait des vidéos de très grande qualité, je pense que c'est une des références internet sur la question à l'heure actuelle, qui a analysé ce combat vraiment plan par plan de manière très intéressante et qui a dit quelque chose à ce sujet. Il a dit, il s'est posé la question, et c'est la question qu'on va se poser ensemble, est-ce que la compétence des maîtres que l'on voit à l'écran est due à leur vraie compétence ou à l'incompétence de leurs adversaires? Et c'est exactement ce que nous avons évoqué avec Podrick et Brienne, c'est exactement ce que nous avons évoqué avec Arya et Syrio Forel, mais pour s'en convaincre et pour aller un peu plus loin dans ce détail-là, dans cette question-là en tout cas, on va également prendre un peu plan par plan ce combat et voir ce qu'il en est. On commence par un gros coup de bourrin qui sert à rien en se jetant vers l'avant, évidemment ça meurt très rapidement. Les personnages arrivent au contact un par un, et là c'est ce qu'on voit bien sur cette image là, vous voyez qu'il y en a qui attendent gentiment pendant qu'on a des duels individuels qui se font en arrière-plan, au premier plan, on sait pas trop. Mais bon, ça attend gentiment chez les Stark. Là, la volte qui sert à rien, comme d'habitude, et évidemment, le résultat ne se fait pas attendre, et à noter qu'une armure ça ne se traverse pas comme ça, hein. Les petits effets de moulinet, c'est pour se la péter, mais ça sert pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a deux armes comme ça, l'intérêt c'est de parer avec une arme et de donner un coup avec une autre. Et Ned Stark qui en face n'a qu'une seule arme, malheureusement, son sort serait vite réglé. Mais bon, c'est le héros, du coup il faut bien qu'on avance là-dessus. Donc là, on se débarrasse du compagnon d'Arthur Dayne parce que sinon, il nous ennuie. Ce qui est assez cohérent d'ailleurs, parce que c'est un endroit non protégé dans l'armure. Et là, Arthur Dayne se retrouve seul. On va gentiment l'encercler, ce qui ça est assez cohérent. Vous noterez que les épées finalement sont pas si lourdes, puisqu'on peut faire des gros moulinets avec assez facilement. Et donc, vous allez voir ce qui va se passer. Systématiquement, les combattants n'attaquent pas Arthur Dayne dans le dos. On va avoir à chaque fois un ou deux combattants qui sont de face, et ceux dans le dos n'attaquent absolument pas. Ils sont vraiment dans une posture d'attente. On rappelle que les épées à deux mains, c'est pour être utilisé à deux mains, et que donc la plupart des Stark, et Arthur Dayne d'ailleurs, qui utilisent ses armes à une main, c'est une erreur. Là, le bouclier qui sert à rien, hein, on se demande pourquoi le mec a un bouclier, puisqu'il ne s'en sert pas, alors que ça pourrait lui donner un avantage s'il se protégeait avec. Et là encore, la réponse ne va pas tarder. Ah, si finalement il a trouvé comment s'en servir. Alors les boucliers dans cette séquence ils servent vraiment au petit bonheur la chance, et vous voyez toujours ce personnage dans le dos là qui va attendre sagement qu'Arthur Dayne se tourne vers lui pour enfin l'attaquer. Là c'est au tour de Ned Stark qui ne va pas l'attaquer non plus. Et toujours cette non-utilisation au premier plan du bouclier. Alors qu'un bouclier, on attaque avec le bouclier devant parce que c'est ce qui permet de se protéger tout en attaquant en même temps. Là, on a une séquence assez classique, le personnage d'Arthur Dayne se recule pour ne plus avoir que des ennemis en face, ce qui va permettre de faire semblant que tout le monde l'attaque en même temps. Mais évidemment, ça n'est pas le cas, puisqu'en fait, ils font surtout beaucoup de mouvements et ils montrent... ils font des mouvements très exagérés de manière à ce que ce soit très visible à l'image. Mais évidemment, ça va leur jouer des tours. Petit coup de pied, ça fait toujours plaisir. Vous noterez que les pieds, les jambes de manière générale ne sont jamais menacés dans cette séquence, alors que c'est parmi les endroits les plus faciles à toucher. Du coup c'est quand même un petit peu dommage. Là c'est pareil, celui qui est derrière on se demande ce qu'il fait, il approche gentiment alors qu'il pourrait aller aider ses petits camarades en allant un peu plus vite. Et tout le combat est comme ça en fait, il y en a toujours qui attendent, ça fait des grands moulinets dans tous les sens, ça fait des grandes démonstrations mais qui au final ne servent pas à grand chose.
Et c'est comme ça qu'Arthur Dayne peut prendre l'ascendant sur ses ennemis, pas parce qu'il est particulièrement compétent, hein, mais parce que eux font un peu n'importe quoi. Là, vous allez voir, on a un abandon de bouclier complètement inexplicable, voilà. Bon, c'est vrai que quitte à pas s'en servir, autant s'en débarrasser, hein, après tout, pourquoi pas. Cet arrêt en croix qu'on voit souvent dans les films, en fait, il n'a aucun sens. Parce qu'en fait, il occupe 2 armes au lieu d'en occuper une seule. On pourrait juste parer avec une arme et frapper avec l'autre, ce qui serait beaucoup plus efficace que de juste arrêter le mouvement en croix, ce qui fait qu'on se paralyse ces 2 armes et qu'on se paralyse soi-même. C'est un peu dommage. Et voilà, ça traverse une armure, c'est exactement ce qu'il fallait faire. En fait, on fait pas de parade en croix, on part une arme et on attaque avec l'autre. Bon, évidemment, on a une mort un peu dramatique, c'est important pour la scène, et donc Ned Stark se retrouve face à Arthur Dayne, qui va se la péter en prenant ses armes à l'envers, ce qui n'est pas, enfin, c'est pas très efficace dans l'absolu. C'est pas très efficace, d'autant plus qu'il a l'air d'être droitier et qu'il a pris sa main droite inversée, alors qu'il aurait pu la prendre de l'autre côté pour parer, ça aurait été un peu plus intelligent, mais c'est un combat de cinéma, voilà, nouveau. Arthur Dayne utilise ses armes en même temps pour donner le même coup, alors que s'il les désynchronisait, il pourrait vraiment prendre très rapidement l'ascendant sur Ned Stark. Et vous voyez que à chaque fois qu'il utilise une seule de ses armes pour donner un coup ou pour parer, il est un peu dans l'attente avec l'autre, il ne s'en sert absolument pas. Là c'est pareil, c'est-à-dire que là, si Arthur Dayne avait paré d'une seule épée et attaqué de l'autre, Ned Stark serait déjà mort. Là encore, une attaque en croix qui sert à rien. Très bel estoc complètement à côté de Ned Stark, qui l'a esquivé alors que ça tombait vraiment à côté. Ça c'est un mouvement qui est pas inintéressant, qui est pas mal. A noter que les personnages sont toujours trop près, hein, c'est toujours le même système. Les personnages sont trop près, et du coup ils meurent, les mouvements sont assez incohérents, on ne tire pas parti de la taille des armes, on ne tire pas parti de ses pieds, et voilà ce qui aurait dû se passer dès le début en fait de cet affrontement. Et ben voilà, je crois que là encore vous avez répondu à la question tout seul. En réalité, au cinéma, la plupart du temps, la compétence des uns n'est due qu'à l'incompétence des autres. Et c'est exactement ce qui se passe là. On a vraiment tous les clichés du combat un peu de groupe traditionnel. Vous avez les gars qui attendent gentiment dans le fond, vous avez les mouvements d'épée qui sont un petit peu hasardeux, les armes qui un coup servent, un coup ne servent pas, les abandons inexpliqués. Et au final, ce dernier mouvement, ce mouvement où Arthur Dayne trouve la mort, c'est ce qui aurait dû se passer dès le début, dès la première fois, c'est-à-dire un encerclement, une attaque avec 2 ou 3 personnes devant, et ceux par derrière qui s'occupent de finir Arthur Dayne un peu comme ça vient, quoi. Et de la même façon, vous avez quelque chose qui est pas très crédible par rapport aux armures. On ne traverse pas des armures comme ça, même des armures en cuir, mais même des armures en métal. Dans la série, vous verrez 2-3 fois des personnages traversent des armures en métal comme si c'était du papier. Petit peu étrange comme façon d'aborder le concept même d'armure en fait, sinon ça sert à rien une armure. Mais ça bon, c'est pas le sujet du jour, on pourra y revenir si vous voulez. Reste que on est ici sur des choses emblématiques, un combat emblématique, des combats de groupe emblématiques. On va retrouver ça dans évidemment encore une fois les films de KPDP avec Jean Marais, dans le Bossu notamment. La plus célèbre scène du Bossu, c'est nos personnages qui se font attaquer par un groupe de spadassins et qui se font évidemment tous démonter parce que les personnages qui se font attaquer sont beaucoup plus forts. Là, c'est un hasard si Arthur Dayne finit par mourir, mais on donne pas cher de la peau de Ned Stark au moment de la fin de la séquence. Et vous voyez que là, on a à nouveau un cumul de tout. On a un problème de distance, on a un problème de compétence et d'incompétence, donc d'humiliation des personnages, etc., mais qui vient à peu près de nulle part. On a une espèce de volonté de faire un style exotique en faisant des espèces de moulinets avec les armes qui ne servent absolument à rien. Je parle même pas du fait d'utiliser des armes à 2 mains à une seule main, en termes d'équilibre, c'est bêtise sans nom, mais bon, ça c'est pas très grave. On a des problèmes de poids des armes, et alors c'est très rigolo sur cette scène, c'est-à-dire que parfois la même arme sur cette scène va avoir l'air très lourde, et parfois elle va avoir l'air très légère, en fait, selon les besoins de la scène. Alors je sais bien que c'est compliqué, je pense que c'est compliqué de faire des combats qui soient crédibles, enfin, qui aient l'air crédible au montage et qui soient chorégraphiés comme ça. En plus de ça, souvent ce sont les acteurs qui les font eux-mêmes, sauf s'ils ont des doublures, mais souvent les acteurs les font eux-mêmes. En l'occurrence, là c'était le cas pour Arya et Brienne, comme on l'a vu également. Donc c'est compliqué de faire des combats à des personnes qui n'en ont jamais fait, des combats qui soient vraiment bons, en fait, c'est ça le truc. Mais bon, il y a des moyens quand même de le faire.
Et là, c'est vrai que cette tradition du combat chorégraphié en groupe, on a vraiment tous les clichés du truc, c'est assez rigolo. Et effectivement, le montage sauve un peu les choses, parce qu'on voit pas forcément tout, on va se concentrer sur les personnages principaux, parfois les bêtises nous sont un peu cachées par les plans, mais dans l'absolu, c'est vrai que c'est un combat qui tient pas beaucoup la route. Il nous en reste un, il nous reste un combat, et là, effectivement, c'est... peut-être le combat le plus emblématique de Game of Thrones. Je sais pas combien de fois j'ai dit emblématique dans cette vidéo, mais c'est un petit peu, c'est le jeu qu'on a fait. Et en fait, c'est un combat qui cumule tout simplement tout ce dont on a déjà parlé. Je veux bien sûr parler du combat de la vipère contre la montagne, le duel judiciaire, la vipère contre la montagne, qui se termine de manière un peu sale. Voilà, si vous vous en souvenez, tout le monde s'en souvient de toute façon. Ok, la vipère contre la montagne, le duel judiciaire que tout le monde attend, deux personnages extrêmement différents, deux styles extrêmement différents, c'est un des combats les plus chouettes de Game of Thrones, parce que c'est vrai que c'est quand même assez chouette. Regardez-le pendant qu'on est en train de le faire, rien ne va, en fait rien ne va. Ah, rien ne va. Reprenons la liste qu'on a depuis le début. La distance. La vipère a une lance, ce qui veut dire qu'il est censé se tenir loin de la montagne, chose qu'il ne fait pas. La notion du poids des armes est un peu particulière. Autant la lance, elle a un poids qui est assez correct, autant c'est vrai que la montagne, alors c'est particulier parce que je pense qu'il a une arme qui est beaucoup plus lourde que les épées à deux mains qu'on voit dans le film. On doit être plutôt facilement sur un 4 kg. Ouais, mais c'est la montagne, hein. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'homme le plus fort du monde, officiellement, l'acteur, quand même. Donc du coup, il devrait pouvoir l'utiliser un peu comme il peut, au lieu de mettre des gros coups, enfin des espèces de coups un peu fous comme ça. Voilà, donc c'est un autre problème. Donc le poids des armes, on est là aussi sur un problème. On a une espèce de... la compétence de la vipère n'est mise en lumière que parce que la montagne est complètement incompétent. La montagne ne fait rien, si ce n'est essayer de mettre des gros coups de bœuf, mais en réalité, ça n'a aucun sens. Voilà, du coup, la vipère peut faire un peu ce qu'il veut. Il peut sauter, il peut faire des saltos, il peut faire des sauts papillons s'il veut. C'est pas du tout un souci, puisque la montagne, en face, ne réagit pas, en fait. Ne réagit quasiment pas à ce qui se passe. Il y a une notion de crédibilité des armes qui se pose aussi, on parlait du poids, mais c'est un autre problème. Une lance, c'est une hampe en bois avec une pointe en métal. Alors, effectivement, celle de la vipère a une pointe également de l'autre côté. Ça équilibre, c'est bien, ça lui permet de l'utiliser un peu comme il l'utilise. Mais la montagne, avec l'arme qu'il utilise, qui est quand même assez lourde, plus sa propre force, la vipère ne peut pas parer les coups. Il ne peut pas parer les coups avec sa lance, et on le voit le faire plusieurs fois. La lance devrait être brisée quasiment au premier coup, enfin ce serait, ou aller au deuxième s'il a de la chance, mais il ne peut pas prendre ce genre de risque, en tout cas pas par rapport aux coups que la montagne porte, qui sont des coups vraiment de bûcheron, et qui sont faits pour couper des arbres. Alors pensez bien qu'une lance, il l'aurait coupé en deux allègrement. Donc déjà, on a un petit peu des soucis par rapport à ça. En termes de style, au niveau de... Bon, je parle pas de la montagne qui a pas de style, mais en termes de style, la vipère, on est sur le même délire que Syrio Forel, c'est-à-dire qu'on a une inspiration à la fois de lance occidentale, avec des trucs qui sont de la lance Shaolin, que vous allez voir sur des vidéos de moines Shaolin qui tournent beaucoup sur Facebook, sur les réseaux sociaux de manière générale, où ils font du show, ils font du spectacle, ils font des mouvements en même temps, etc. C'est pas forcément fait pour être efficace en combat, c'est fait pour... comment dire, montrer une certaine habileté, une certaine adresse. Et là, le problème, c'est que la vipère croit tellement dans ses compétences que ils lui ont fait faire ce genre de choses pour montrer que il peut faire un peu ce qu'il veut. Évidemment, rien n'est moins sûr, mais il y a un minimum quand même, même en sachant, et pour faire, moi-même je fais pas mal de lances, je peux vous dire que même en sachant qu'on surclasse son adversaire par avance, déjà on se méfie un petit peu parce que l'erreur est vite arrivée, et en plus de ça, on peut jouer à distance, on peut jouer en restant en sécurité, c'est pas du tout un souci. Et en fait, ce qu'il aurait dû faire, et c'est ce que je vais vous montrer là, on a essayé là encore de faire un semblant de reconstitution, alors ça c'est, là ce que je vous montre, c'est ce qu'il aurait fallu faire. C'est-à-dire qu'on a un combattant avec une lance, il va donc se maintenir bien à distance, bien loin, parce que c'est son intérêt, et le combattant à l'épée longue va tenter de se rapprocher pour le frapper. Vous voyez que les styles sont très différents. Les styles sont très différents, et là encore, on a deux combattants qui maîtrisent les choses de mémoire. Tous les deux travaillent dans les AMHE depuis au moins 10 ans. Autant vous dire que ils connaissent un minimum les armes qu'ils utilisent.
La vipère contre la montagne, on est là sur un combat de démonstration, c'est un show, c'est vachement beau. Et comme le combat d'Arya contre Brienne, pour gommer un petit peu le fait que ce soit pas très crédible, le montage est extrêmement dynamique, le montage est vraiment très... va être beaucoup vraiment dans l'énergie, dans le dynamisme, pour vraiment exalter le côté spectacle. Mais on est vraiment sur du spectacle. Et ben voilà, on va passer à la conclusion. Et ben voilà, écoutez, on a vu un petit peu les bases du combat aussi, du combat de cinéma. Alors évidemment, vous l'avez vu. Alors les combats de Game of Thrones sont emblématiques des combats de cinéma et ne sont pas faits pour être crédibles. Les combats de cinéma ne sont pas faits pour être crédibles, ils sont faits pour faire passer des messages. C'est-à-dire que sur les questions de débutants, typiquement celui de Podrick contre Brienne, l'idée c'est de montrer que Brienne surclasse de très loin son adversaire, et dans ce cas-là, le mieux c'est de lui faire battre Podrick sans qu'elle ait à utiliser son arme. C'est quelque chose de très classique dans les films où un combattant avec une arme qui est médiocre va se faire battre avec un combattant exceptionnel qui n'a même pas besoin d'armes pour le battre. Et c'est vraiment un message qu'on va faire passer ici. C'est le même message qu'on fait passer entre Syrio Forel et Arya. C'est un message un peu différent pour Arya et Brienne, puisqu'on veut montrer qu'Arya est devenue une guerrière vraiment très compétente, et là c'est le montage qui va nous aider. Le montage est extrêmement important, ce montage dynamique qu'on voit dans tous les combats, dans les séries et dans les films. Et évidemment, il y a cette fameuse tradition des combats de groupe, où il y en a toujours 2 ou 3 qui attendent au fond, de manière à ce que la personne qui a l'air compétente puisse briller devant celles qui sont incompétentes. Mais si la personne compétente brille, ça n'est pas par sa compétence, mais parce que les autres sont incompétents. Et c'est un peu comme ça pour tout le cinéma. Mais notez bien ça, les combats de cinéma ne sont pas réalistes, ne pensez pas, ne vous faites pas une idée de ce qu'est un combat en armes, ou en armure d'ailleurs, en regardant des combats de cinéma, parce que vous allez être un petit peu à côté, et c'était un peu le sens de mon sondage. La plupart des gens, et c'était mon cas avant que j'en ai une entre les mains d'ailleurs, la plupart des gens pensent qu'une épée longue fait 5 à 10 kilos, parce que le cinéma nous fait croire qu'elle fait 5 à 10 kilos, alors que la réalité est tout autre. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres choses, en fait. Le cinéma, comme les séries, l'idée c'est de faire passer un message, c'est de faire passer une idée, c'est d'exagérer un petit peu parfois. Ce sont parfois des licences poétiques, des licences artistiques, et il ne faut absolument pas prendre ça pour argent comptant. Voilà, on a terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à la repartager, à mettre un pouce bleu évidemment, mettre un commentaire, en parler à vos amis, et puis si ça vous intéresse, écoutez, on refera des vidéos de ce type en parlant de tel ou tel combat, on pourra même parler de combats un peu plus précis, avec un peu plus de détails dans les combats de cinéma, et comment est-ce qu'on chorégraphie des combats au cinéma, et comment est-ce qu'on va utiliser telle ou telle arme, parce qu'il y a des choses à dire que je n'ai pas pu dire, parce qu'évidemment ce n'est qu'une introduction. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où on va à nouveau parler d'histoire, puisqu'en fait, c'est la chaîne où on parle d'histoire, mais d'histoire matérielle et d'histoire comme on aimerait la vivre, comme on la voit tous les jours, d'histoire cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est de l'histoire cool. J'adore ce type d'histoire, l'histoire cool. Venez, faisons ensemble de l'histoire cool sur l'histoire appliquée, la chaîne qui teste l'histoire. À bientôt. Qui part complètement en live sur sa fin. Il faut savoir conclure, les amis, c'est très important.